Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque au patrimoine automobile français avec un véhicule de sport unique, tout droit sorti de l'imagination d'un génie de l'automobile. Une biplace fabriquée à la main, la Barquette Bouveau-Caron de 1953. C'est un véhicule qui n'a été fait qu'à un seul et unique exemplaire. François Alain, notre expert automobile, a pour mission de restaurer ce trésor en vue de la faire participer au prestigieux concours d'élégance de Chantilly. Tout ça dans un budget limité. J'ai un budget de 20 000 euros. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Elle possède une boîte de vitesse électromagnétique Cotal. Bon, on s'en va. Oh là là, oh là là. Le chantier s'annonce monumental et va réserver son lot de tensions, de mauvaises surprises. Comme t'étais injoignable, je fais quoi? Donc je les monte. J'ai un problème de budget, vieux, t'es marrant. Problème de boîte de vitesse, Il manque de vitesse. Ça, c'est la merde. fuite en tout genre, À mon avis, il y a un mélange d'essence, d'huile et de liquide de frein là-dessous. redémarrage et réglage moteur, carburateur en vrac, Même en conduisant, on Ouais, voit bah. que ça sointe au niveau des carbus. système de freinage à changer, Les garnitures, elles sont mortes. Hein. Ah bon? Là, on est en train de taper dans les rivets. confection de la sellerie. Bref, ce symbole du patrimoine français doit connaître une restauration qui frise l'excellence. Si t'as pas un mec qui sait faire les boîtes Cotal, on est planté. François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de présenter sa Barquette Bouveau à un des plus grands concours d'élégance de France? Quoi qu'il arrive, la voiture sera à Chantilly. Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Comme ça, c'est bon? Je peux apprendre à nager en même temps. Non, là, ça se décollera pas. Aujourd'hui, je m'attaque à un exemplaire du patrimoine automobile français bien particulier. Ce n'est pas un véhicule de série, c'est exactement le contraire. C'est un véhicule qui n'a été fait qu'à un seul et unique exemplaire. C'est une Barquette type Le Mans qui s'appelle la Bouveau-Caron. La Barquette Bouveau-Caron, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Paul Bouveau. Passionné de mécanique et de style, c'est en 1949 qu'il imagine cette Barquette unique qu'il mettra plusieurs années à construire. Une carrosserie biplace en acier complètement formée et martelée à la main. Une véritable prouesse technique. C'est avec l'aide de Pierre Caron, son ami et mécène, qu'il concrétise son rêve. Et comme pour de nombreuses voitures artisanales, il prélève des organes de modèles de grande série, comme le moteur et les freins de la Simca 8 Sport, ou encore les phares avant de la Peugeot 203. Ce projet fou est d'une modernité stylistique incroyable. Elle ressemble déjà aux barquettes italiennes de la décennie suivante. Elle date du début des années 50 et vraisemblablement, pour être précis, de 1953. Ce joyau de l'automobile est à tomber, avec ses 3,67 m de longueur, 1,48 m de largeur et un peu moins d'1 mètre de hauteur. Poids sur la balance, 700 kg. Sa carrosserie en tôle d'acier formée et soudée à un châssis tubulaire présente une ligne pure et harmonieuse. À l'intérieur, c'est simple mais efficace, avec un grand compte-tours, 5 cadrans et un compteur de vitesse sur la console centrale. Côté mécanique, on retrouve celle de la Simca, avec à l'avant un essieu à roue indépendante, avec 2 boîtiers d'amortisseurs qui renferment chacun un ressort et un amortisseur dans un bain d'huile. À l'arrière, un essieu rigide avec ressort à lame et amortisseur télescopique. Côté freinage, 4 tambours ventilés et percés afin de faciliter leur refroidissement. Pour la motorisation, un 4 cylindres Simca 1200 cm3 préparé par Monopole est alimenté par 2 carburateurs Solex. Ce moteur développant 70 chevaux est accouplé à une boîte de vitesse Cotal à 4 rapports. Vitesse maximum 160 km/h.
Cette barquette Bouveau est une véritable merveille pour tous les amateurs de voitures de collection. Reste à savoir comment François l'a dénichée. Cette voiture unique, je la connais depuis des années. Si François est si proche de cette barquette Bouveau, c'est qu'il a été désigné par les héritiers de la famille Paul Bouveau comme étant le garant de la survie de ce véhicule d'exception. Et pour honorer cette mission, notre expert a déjà tout prévu. Je me suis fixé comme objectif qu'on la présente au prestigieux concours d'élégance de Chantilly, qui est assurément le plus beau concours d'élégance en France et l'un des plus beaux concours d'élégance au monde. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'année du centenaire du créateur de cette voiture, qu'en plus j'ai eu la chance de connaître de son vivant il y a près de 30 ans. On l'aura bien compris, cette barquette Bouveau-Caron est un joyau de l'automobile. Voyons de combien notre expert dispose pour lui redonner son cachet d'antan. J'ai un budget de 20 000 €. Par contre, il est impératif de conserver l'âme de cette voiture et de respecter scrupuleusement les idées qu'ont eues son concepteur à l'époque. Pour tous les admirateurs de voitures de prestige, cette barquette est sans conteste une des voitures les plus prisées. Reste à savoir si sa cote niveau prix reste à la portée de toutes les bourses. C'est compliqué, il n'y en a pas. C'est pas une voiture de série, c'est une voiture unique. Donc la cote n'existe pas. Elle vaut ce qu'on en proposerait éventuellement aux propriétaires, mais en l'occurrence, ça n'est pas un sujet d'actualité. Cette barquette est donc une pièce d'une grande rareté. Et la restaurer est un véritable privilège pour notre expert, à moins que son état de santé lui prouve le contraire. La carrosserie est en acier. Ce n'est pas une carrosserie en aluminium. Et évidemment, comme elle est unique, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de pièces détachées. Tout a été fait exclusivement à la main. C'est fantastique, mais c'est aussi un inconvénient pour la restauration. Donc nous avons deux options. Soit on repeint la voiture, soit au contraire, et c'est une théorie tout à fait inverse, c'est de cultiver la patine de cette voiture telle qu'elle est pour lui garder son authenticité. La robe de la barquette est plutôt en bon état. Et pour sublimer sa magnifique bouille, notre expert a déjà sa petite idée. On a retrouvé un dessin réalisé par Bouveau au début des années 50 où il avait imaginé une belle calandre pour sa voiture. Mais faute de moyens, il ne l'avait pas réalisé. Et bien plus de 70 ans après, nous, on va la faire. Le challenge de François donne l'eau à la bouche de tous les férus de restauration de voitures de collection. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'intérieur. La sellerie a été refaite sans doute il y a 20 ou 30 ans. Donc on va en profiter pour passer du sky au cuir. Ce sera plus noble, ce sera dans l'esprit de l'époque. Et donc on va lui offrir une belle sellerie. La barquette Bouveau risque d'être très gourmande niveau sellerie. Et vu sa configuration, notre expert va devoir jouer de malice et d'astuce pour sublimer son habitacle. Comme toutes les barquettes du même genre, il n'y a pas de pare-brise, il y a un simple saut de vent. Donc il n'y a pas de système de capotage comme sur un cabriolet. Alors, pour compenser, on invente ce qu'on appelle un tonneau cover, c'est-à-dire une couverture en toile souple qui permet de protéger la partie conducteur et la partie passager avec une fermeture éclair au milieu, ce qui permet, quand on est seul, de pouvoir conduire en ayant la partie protégée de l'autre côté. Et quand on est à l'arrêt, de protéger l'intégralité de la voiture pour qu'elle ne prenne pas la pluie. Notre expert a déjà bien en tête le plan de vol pour bien protéger sa barquette des intempéries. Mais qu'en est-il de la motorisation ? Le moteur, c'est le fameux 4 cylindres monopole qu'utilisait d'ailleurs à l'époque quelqu'un de très célèbre qu'on surnommait le sorcier, Amédée Gordini. On peut difficilement faire mieux à l'époque en termes de moteur pour ce type d'engin. Le moteur tourne, il fonctionne, mais évidemment, une vraie bonne grosse révision s'impose. Pour faciliter la conduite, François a repéré direct un élément incontournable. Révision également pour la boîte de vitesse. Et celle-ci est particulièrement originale. C'est une boîte de vitesse qui a été inventée avant la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 30, qui s'appelle une boîte électromagnétique Cottal. Cette boîte de vitesse est en fait l'ancêtre des boîtes robotisées d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, ça valait un prix astronomique. François est surexcité à l'idée de se lancer dans ce chantier passion. Faut dire qu'il y a de quoi faire avec ce diamant de l'automobile tricolore. Restauration originale pour un exemplaire original. Évidemment, comme c'est une voiture unique, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de plan. Il va falloir s'adapter. Et pour le restaurateur qui va prendre le chantier, cette voiture, c'est un véritable Graal. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs
pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la ravissante barquette Bouveau-Caron de 1953. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Nicolas et Alex. Grâce à leur connaissance encyclopédique, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une voiture européenne. Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et enfin, Céline et David, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Alors, Bébel dans l'As des As. Hein? Bébel, l'As des As, lui? Bébel dans l'As des As. Ah ouais, avec beaucoup d'imagination alors. Ta femme a beaucoup de goût, je trouve. Oui. Ouais. Non, beaucoup d'humour. La casquette, les lunettes, les gants, oui. Il a pas la classe de Bébel quand même. Il n'y avait pas l'ours, d'accord, mais... Certes, François n'a pas le charisme et la silhouette d'un Bébel, mais son entrée en scène en mode toc-toc badaboum a marqué les esprits. On n'est pas dans l'As des As, on est historiquement un peu plus tard. Nous sommes fin des années 40, début des années 50. C'était l'époque glorieuse des voitures. Après-guerre, les constructeurs fabriquaient des voitures à tout va, avec des lignes superbes. Il y avait des centaines de marques. Les années 50, c'est plein de choses. Ça peut être plein de trucs différents. Là, a priori, casquette, paire de gants. Ça peut être une petite italienne, entre guillemets, une petite bagnole sympa, un peu sportive des années 50. Les maigres indices de François ne font pas tilt dans la caboche de ses convives. Il va falloir être plus perspicace pour ne pas les perdre. C'est une voiture qui a été dessinée en 1949 et qui ressemble déjà, et c'est très très surprenant, à une voiture italienne du milieu des années 50. Et pourtant, cette voiture qui est dans le conteneur pour la toute première fois, c'est une voiture unique, faite en un seul exemplaire, faite par définition entièrement à la main. A priori, vous la connaissez sans doute pas. C'est une voiture qui a été très peu médiatisée. Je vais vous aider un petit peu, c'est une voiture qui est jurassienne. En Jura, c'est des voitures en bois qui mettent en dessous des sapins. Hein. Eh ben, tu crois pas si bien dire parce qu'elle a été martelée, assemblée sur des moules en bois de Jura. Là, une voiture unique, fabriquée dans le Jura, à un seul exemplaire, je pense que même s'ils nous donnent la marque, on ne saura pas. Il y a tellement de constructeurs indépendants à l'époque, ils parlent de voitures uniques, on est incapable de trouver. Décidément, nos experts calent carrément. Allez François, faut vite enchaîner, sinon rideau avant même l'ouverture du container. Vous savez pas de quoi on parle, les garçons? Ça veut dire qu'il a trouvé un truc Improbable. unique, donc on ne peut pas connaître. Donc ouvre les portes tout de suite, ça ira plus vite. Cette fois, François n'a pas d'autre choix que d'ouvrir le container en espérant qu'une chose, que ses restaurateurs craquent littéralement. Oh, Ouais. oh. Ça y est, François a enfin fait mouche. Tout le monde est sous le charme de ce véhicule si difficile à trouver. D'ailleurs, est-ce que nos experts ont reconnu ce joyau de l'automobile tricolore? Ah, c'est quoi, une Ferrari Testarossa un peu, tu sais, l'avant. Ce que tu dis est exact. Quand on voit l'avant, on pense à la Ferrari Testarossa de 1957. Bah oui. Sauf que le paradoxe, c'est que cette voiture a été dessinée bien avant. On a retrouvé un plan de cette voiture qui date de 1949. Donc plusieurs années avant la mode des petites barquettes italiennes qu'on adore tous, qui sont plutôt fin de la première moitié des années 50. La voiture est super belle, elle est mignonne, elle a ce côté un peu désuet que les barquettes sportives peuvent avoir des années 50, un petit peu aérienne. Moi, je la trouve magnifique. Il se trouve que le monsieur qui a imaginé, dessiné et réalisé cette voiture est décédé il y a plus de 20 ans, évidemment, mais j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 90. Il a commencé dans les motos avant-guerre. Et ensuite, il a commencé à construire ces petites barquettes, parce qu'il en a construit plusieurs, mais chaque fois des exemplaires uniques. Celle-ci est la toute première qu'il ait construite. Et il s'est fait embaucher chez Peugeot, où il est devenu le directeur du style. Et vous, Lady Arcard, vous connaissez peut-être pas cet homme-là, mais vous connaissez son fils spirituel. Son fils spirituel, Monsieur Velter. Et donc, cet homme, c'est Bouveau. Tu connaissais Paul Bouveau? Oui, je suppose. Bah oui, quand même, un tout petit peu, quoi. Ouais, bah moi non. Ah, c'est une référence, hein. Bah peut-être, mais non. Les grandes années Peugeot. Bah peut-être, mais non. Elle a une carte grise, elle a été homologuée à titre individuel. Et donc, elle a une carte grise d'époque.
Elle est sur une base mécanique Simca, avec un moteur monopole. Ouais. À l'époque, Bouveau était passionné par Amédée Gordini et ce que Gordini faisait en compétition. Et donc, il utilise le même moteur et la même base que Gordini à l'époque. Et donc, on se retrouve avec un véhicule assez extraordinaire. Et surtout, ce qui est assez original, elle possède une boîte de vitesse électromagnétique Cotal. Bon, on s'en va. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, comme ça me mérite des clairs. Moi, cette boîte, je la regarde, ça va bien, enchanté, suivant. J'ai envie de fuir parce que c'est une boîte qui est super, qui fonctionne très bien, mais c'est un enfer et c'est une galère à restaurer. Tout doux, Nico, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. François doit d'abord parler du projet avant de présenter le Diag. Alors, le projet, il est très simple et sentimental. On m'a missionné pour restaurer cette voiture qui participera pour la première fois au concours d'élégance de Chantilly, qui est le plus grand concours d'élégance, le plus prestigieux en France. Parce que cette année, c'est l'année des 100 ans de la naissance du créateur de cette voiture unique. Donc vraiment, elle est intéressante à plus d'un titre. Non, mais la voiture est très intéressante. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le tout, c'est de savoir ce qu'on va faire dessus. Cette voiture n'a pas roulé depuis 4-5 ans de façon régulière. Donc on va lui faire évidemment une vraie remise en route. Comme elle est équipée d'une boîte Cotal, on va évidemment tout vérifier. Elle a des petites fuites légitimes sur les voitures de cette époque-là. On va refaire la sellerie qui n'est pas de grande qualité, qui mérite beaucoup mieux. D'accord. Et aussi, et ça c'est très intéressant, Monsieur Bouveau avait pensé à faire une calandre, comme on appelle, type Ferrari, à l'époque, qu'il a dessinée, mais qu'il n'a jamais réalisée. On va la créer aujourd'hui pour les 100 ans de sa naissance. François a réussi à capter l'attention de tous ses experts. Faut dire que le programme proposait de quoi donner l'eau à la bouche de n'importe quel féru de restauration. Il faut qu'on la finisse, quoi. Et ça, c'est un vrai travail d'artiste. Et ben, c'est un petit peu ça. On va faire un tonneau cover total. Une fermeture éclair au milieu pour Exactement. pouvoir séparer les... Voilà. Ok. Et pourquoi pas, si le budget le permet, une peinture. Le diagnostic de François est sans appel. Et pour voir si nos experts sont prêts à relever ce défi titanesque, rien de tel que venir admirer cette merveille de l'automobile d'un peu plus près. Et c'est Olivier qui ouvre le bal. C'est une voiture unique. Ouais. Elle a une peinture qui semble d'époque. Tu vois, qui a un côté patiné qui est sympa. Elle a certainement des petits défauts, des petits éclats où on peut faire des petites retouches pour que ça soit propre. Mais il ne faut pas partir dans une grosse peinture. D'accord. Bon, effectivement, moteur Simca, donc ça pose aucun problème. Ah bah toi, Simca, c'est ta cam. Après, Cotal. Ça, Cotal... Là, tu dis Cotal, on n'a plus envie de la prendre. Voilà, on n'a plus envie de la prendre. Ah, c'est un challenge, les gars. Il n'y a pas d'habillage de panneau de porte. Non, il n'y en a pas. C'est vraiment juste deux sièges. On peut pourquoi pas en faire, mais il n'y en a pas. Ensuite, pour la partie création d'une calandre en bio. Ça te plaît, ça. Ah ouais, ça te plaît. Ah, c'est un super kiff de reproduire une pièce à partir d'un dessin d'époque. Il va falloir travailler la proportion et tout, l'écartement, la section de la tôle. Moi, je me vois en train de faire ça. Fin du tour du proprio pour nos experts. Tout le monde a l'air plutôt motivé. Et c'est bon signe pour François qui lance les enchères. Bon, David et Céline, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, 25 000. 25 000. C'est bon. Un peu élevé par rapport à ce que je croyais. Vous vous en doutez, vous me connaissez. Olivier. Moi, je serais preneur. Elle m'intéresse, ta petite voiture, quand même. Ouais. Grave. Hein. Je vais dire 24, histoire de voir comment ça va jouer. Ah ouais. Donc, on fait quand même du boulot pour 24 000. Et il y en a. Et il y en a. Nicolas et Alex. 23. Ok. 23. Ah ouais, c'est bien 23, mais 22, c'est mieux. 22, c'est mieux. Mais je pense que 21, c'est mieux. J'aime bien Je quand pense tu que parles comme c'est ça. encore mieux que 22. Ça, c'est très très bien. Si, c'est mieux que 22. Les prix tombent en flèche. On a rarement vu nos experts aussi déterminés. Même Olivier, plutôt taiseux, se jette dans la fosse au lion. 22, 21, 20. Hop, salut les mecs. C'est fini. Non, Donc tu lâches l'affaire? En 20 Ouais, non, alors on lâche, nous on lâche l'affaire. Si, arrête. si. mais non, mais alors, 20. Pour nous, c'est bon. Olivier, tu t'alignes? Non, j'arrête avant. Eh bien, dans ce cas-là, Merci. bravo les gars. Bravo. C'est donc Nicolas et Alex qui remportent le chantier pour 20 000 €. Si François parvient à respecter le budget de 20 000 €, il pourra relever un défi de taille. Présenter ce joyau de l'automobile au très prisé concours d'élégance de Chantilly. Premier jour de travaux. La Bouveau trône en plein milieu de l'atelier sous les regards admiratifs de Nico et Alex. Faut dire qu'elle est inspirante, cette belle barquette. C'est quand même une super ultra belle pièce. Elle est belle. Franchement, Elle est très belle. sans déconner, je suis, passe-moi l'expression, je suis sur le cul. Bon, par contre, on nous a dit qu'elle fuyait, mais
Mais là, là, franchement, Elle pisse de partout. à mon avis, il y a un mélange d'essence, d'huile et de liquide de frein là-dessous. Vu l'âge avancé de la barquette, pas étonnant que notre doyenne laisse quelques traces et surtout quelques petits doutes chez nos experts. Le problème avec cette voiture, Alex, c'est qu'il n'y a pas de revue technique. Elle a été faite à un seul exemplaire, donc il n'y a pas cette revue. François devait nous donner des docs d'époque, mais est-ce qu'il y a des docs d'époque techniques dessus? Aucune idée. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit intelligent et malin pour arriver à mener à bien ce projet. Le coup de cœur de nos experts pour la Bouveau laisse place à la raison. Faut dire que restaurer cet exemplaire unique, sans doc technique, relève du défi. Et le défi est de taille. Car rappelons que notre expert a pour mission de restaurer ce trésor de l'automobile en vue de le faire participer au prestigieux concours d'élégance de Chantilly. Bon Alex, moi je te propose un truc. François nous a dit au container qu'elle n'avait pas tourné depuis si longtemps que ça. Pour voir un peu les fuites et notamment essence, on va vérifier le niveau d'huile et on va juste essayer de la faire démarrer. Nos as de la mécanique ne perdent pas de temps avec la dépose du capot et le contrôle du niveau d'huile. On est comment? On est au-dessus du Mini. Au-dessus du Mini? Ouais. Bon. Ouais, c'est de la bonne. Avec Nico, le niveau d'huile se fait à l'ancienne. Rien de tel qu'une bonne lampée dans le gosier. Et ça repart pour la vérification des niveaux d'eau du réservoir d'expansion et du radiateur. Il n'y a pas d'eau dans ce réservoir-là. Par contre, dans le réservoir, s'il est plein. Bon, les durites, Les durites, elles sont à changer. Hein. elles sont à changer impérativement. Elles sont bien craquées. C'est peut-être pour ça que ça fuit. Hein. Ah bah, Elles sont tellement craquées que là, vu la tronche qu'elles ont, allez go. j'aimerais bien Tu te l'entendre. mets aux commandes? Allez, toi tu mets un petit coup de bombe, Yes. un petit coup de bombe pour la faire craquer. Pour un démarrage à froid, Alex pulvérise un produit au niveau de l'admission. Cela va permettre d'augmenter la capacité de combustion et faire rugir le cœur mécanique. Là, ça m'excite. Ouvre-moi la porte. Ça tourne pas mal, Ouvre-moi hein. la porte, ouais. C'est un plaisir absolu de l'entendre tourner. Elle fait un joli bruit. Pour moi, ça va être un kiff absolu de l'essayer. Nico est comme un dingue au volant de la barquette et transforme sa cour en circuit automobile. Après ces petits tests, notre expert rentre au bercail pour partager ses impressions et surtout pour faire souffler ce diamant brut de l'automobile. Et si Nico a décidé de la tester, c'est parce qu'il se doit de checker le diag de François. Aucune confiance. Pour lui, c'est sûr, il va y avoir plus de taf que prévu. Les fameuses pétouilles de François. Elle fait un super bruit cette caisse. Elle fait un super bruit. Est-ce que Ouais. tu as un calepin avec toi? Oui. Et un stylo? Oui. Ouais. Ça fait peur, là. Le diag de François, je pense qu'il a oublié des trucs. Et Ok. je pense qu'il a oublié beaucoup de trucs. Notre expert a du pif niveau diag. Rien ne lui échappe. Espérons juste que son bilan ne ressemble pas à une liste de courses la veille d'une sauterie. Elle pisse l'essence. Ouais. Parce que ça pue à l'intérieur de la voiture. Même en conduisant, on Ouais, voit bah. que ça suinte au niveau des carbus. Du rideau percé. Il y a de l'eau qui gicle quand le ventilo est en marche. Les freins, pas de frein. Pas de frein? Tout au frein, moi. Pas de frein. Puis surtout, le gros point qui est pour moi catastrophique, c'est la boîte. La boîte? La boîte de vitesse. Comment ça? C'est une boîte un peu particulière. Dessus. Bah oui, mais t'es parti. Je suis parti première seconde. Ouais. J'ai passé la 3, rien. J'ai passé la 4, rien. Donc, il nous manque de vitesse. Ça, c'est la merde. Écoute, on va pas se prendre la tête plus que ça. Ouais. On va laisser tomber la boîte de vitesse pour l'instant. Ok. Parce que ça, c'est un tel gros chantier que on va s'axer et on va résoudre les problèmes un par un. La liste des travaux est tellement longue que nos experts décident d'y aller step by step, avec le premier focus à régler, la fuite d'essence. Pour ça, ils vont déposer les deux carburateurs d'époque, des Solex 32 PBIC. Leur rôle, assurer le mélange air-essence à l'intérieur du moteur pour enflammer les gaz et assurer le bon démarrage du véhicule. On va enlever la durite d'essence. Tu vas enlever la cuve, enfin le haut de cuve de celui-là, et on va vérifier les pointeaux. Ok. Souvent, quand ça fuit comme ça, c'est que les pointeaux se gorgent trop d'essence. Pour tester l'état de santé des carbus, il est important de vérifier le pointeau. Le pointeau est une pièce du carburateur qui règle l'arrivée d'essence dans la cuve à niveau constant. Pour y accéder, Alex et Nico démontent le haut de la cuve des deux carbus. Ici, les joints de cuve ne sont pas très frais.
ce sont peut-être eux les responsables de la fuite. Reste maintenant à checker les autres éléments du carbu. Les flotteurs sont pas pleins d'essence, donc ils sont étanches. Donc c'est pas un problème de flotteur. Moi je te propose, on va jouer du pointeau. Tu veux jouer du pointeau? Ouais, on va jouer du pointeau. Si nos experts se transforment en trompettistes mécaniques, c'est pour vérifier l'étanchéité des pointeaux. Bon, ok, les pointeaux fonctionnent bien. Les carburateurs ne sont pas responsables de la fuite de la Bouveau. Le problème est ailleurs. Et Nico, en fin technicien, a sa petite idée. Moi, je pense que c'est l'alimentation en essence. Ouais, la pompe à essence qui débute trop. Exactement. Ok. Et comme il y a trop de pression, les pointeaux se ferment pas et donc ça fuit. Enfin, on va essayer. Pour vérifier si la fuite vient bien de la pompe à essence, notre duo de choc repart au combat avec le remontage et la pose des carbus. Ça pisse au niveau des axes. J'essaye de démarrer. T'es prêt? Là, ça appuie plus. Ça appuie plus une fois en marche? Quand elle tourne, il n'y a pas une goutte qui coule. Là, la pompe, elle est éteinte, là. Ouais. Et là, ça coule. Pour nos experts, c'est simple, le problème vient du joint de cuve qui est HS. Problème résolu, il faudra juste le changer. Il y a encore pas mal de pain sur la planche, à commencer par les freins. Pour ça, Nico dessert et dépose la roue pour le démontage des tambours de frein. Ah yes. Bon, Nico, les garnitures, elles sont mortes. Hein. Ah bon? Non, on est en train de taper dans les rivets. Là. Montre. Merde. Ah ouais. C'est bien visible. Là. C'est pas étonnant qu'elle freine pas des masses. Les cylindres de roue sont pas moches, ils fuient pas. Écoute, quitte à changer les garnitures, on va faire les récepteurs de roue. Ouais. On va tout remonter neuf. De toute façon, pour ce que ça vaut, autant les changer. Écoute, on va changer les 4. Le diable technique se corse de plus en plus pour nos experts avec ce système de freinage à changer. Espérons que le dernier point tant redouté par Nico ne divise pas les troupes. Allez, on se fait la boîte. Non. Pourquoi? Tu veux pas te... Mais non, soi-disant, François, il avait dit, oui, la boîte fonctionne. À l'arrivée, elle fonctionne pas. Mais allez, viens, on se fait une petite boîte. De toute façon, on n'a pas le choix. En testant la barquette, Nico a bien senti que certains rapports étaient en vrac. Donc, il n'y a pas le choix, faut déposer la boîte Cottal. Et si Alex claque des genoux, c'est que la boîte de vitesse Cottal, c'est une usine à gaz. Pour conduire l'emblématique barquette Bouveau, un seul doigt suffit grâce à sa boîte de vitesse Cottal. Elle est composée d'un boîtier, affectueusement appelé le moutardier du fait de sa forme, d'un levier inverseur pour activer la marche avant et arrière, de 3 trains d'engrenage épicycloïdaux commandés électriquement à un pôle inverseur de marche avant et arrière, et 2 autres trains pour la démultiplication des rapports de vitesse, 4 avant et 4 arrière. Et enfin, 4 électroaimants circulaires correspondant aux 4 vitesses, 1, 2, 3 et 4. Comment ça marche? On positionne le levier d'inverseur vers la marche avant et on passe la première vitesse. L'embrayage n'est utile que pour le passage de la première vitesse. Une action électrique va alors se diriger vers le premier électroaimant. L'électroaimant va alors déterminer la combinaison mécanique du train épicycloïdal, qui est composé d'un pignon solidaire de l'arbre moteur, d'une couronne dentée et des satellites. Pour l'action électrique, l'électroaimant va bloquer un des éléments tournants du train épicycloïdal et permettre le passage du rapport souhaité par le conducteur. Je vais te rassurer quand même. La boîte Cottal, c'est juste ça. Ouais. Donc moi, ce que je te propose, on va virer l'axe, on va laisser la cloche sur le moteur, donc on va juste démonter ça. Ce que je trouve très impressionnant, c'est la taille de la boîte et la taille de la cloche. La boîte est vraiment petite. Quoi. Bah, la boîte, elle a de la taille de la cloche. Ouais. C'était le principe Cottal. Ouais. C'est des boîtes très très compactes. C'est avec panache et beaucoup d'huile de coude que nos 2 experts déposent la boîte Cottal. Ouf. Putain, la vache, ça pèse un âne mort. Oh, une vraie enclume. Ah. Et vu leur bouille, elle ne donne pas envie d'y mettre le pif. Elle a vécu quand même. Hein. Ah ouais. Parce que là, moi, je mets pas les mains là-dedans. Ce qui se passe à l'intérieur, mystère et les boucles de gomme. Mais François, il va s'en occuper. Et bah écoute, ça suffit pour aujourd'hui. Ouais, c'est bien. On rentre? Ouais. Allez, c'est comme ça. C'est sur cette dépose de boîte de vitesse que nos experts tirent leur révérence. Le retour de François risque d'être électrique.
car cette boîte, selon lui, marchait parfaitement bien. Deuxième jour de travaux, François débarque avec son taxi anglais pour rejoindre la team Nico. Pour l'occasion, il a sorti le grand jeu. Une belle tenue de pilote des années 50, histoire d'être raccord avec la barquette Bouveau. Je vois la vie en rose. Il a l'air de bonne humeur, il a l'air en pleine forme. Tu sais pas, je vais te laisser gérer. Là, Ouais, parce que il va pas le rester longtemps de bonne humeur. Je le sens pas, moi. Quand je te prends dans mes bras. Salut mon François. Je vois la vie en rouge. Et je croyais qu'on allait faire un tour. Je me suis sapé pour, moi, les gars. Ouais, alors non, on va pas faire un tour parce qu'on Pourquoi a démonté les freins, parce que pas de frein. Ah bon? Ah non, rien. Bon, bah, tant pis, hein, Mais tu vois. tu es bien joli. Mais oui, j'avais tout prévu et tout. Je m'étais fait look pilote années 50, machin. Bon, bah tant pis, quoi. François est déçu par cette annonce, lui qui se faisait une joie d'essayer sa barquette, même sur quelques mètres. Pour rien arranger, il y a un autre élément qui titille son regard et qui risque de le contrarier encore plus. C'est quoi ça? Ah ben, Je rêve ou c'est ce que je crois? c'est la boîte de ta voiture. Mais t'es un grand malade. Ben pourquoi je suis un grand malade? Mais pourquoi tu l'as démontée? T'es dingue. Mais parce qu'elle marche pas. Ah bah, Rouler avec écoute, la voiture, ça je l'ai passait. essayé dans la cour. Première seconde, passe impeccable. Dès que tu enquilles sur le moutardier, la 3 et la 4, il ne se passe rien. Ça, François ne l'avait clairement pas prévu dans son budget. Ce problème de boîte Cotal bloque l'avancée des travaux. Il va falloir trouver une solution. Si t'as pas un mec qui sait faire les boîtes Cotal, on est planté. Mais Nicolas, ça a été conçu au début des années 30. Ils sont tous morts, les mecs, ou alors ils sont Bah j'en sais rien, mais il y a quand même des spécialistes de ce genre de boîte. Bah je sais pas s'il en reste des masses. Hein. Putain, sans déconner, je me fais chier à démonter ta boîte parce que la voiture ne marche pas et en plus tu gueules. Vraiment, tu me saoules. Donc je me casse. François est blême. C'est la première fois que Nico décide de jeter l'éponge. J'ai fait mes devoirs hier, j'ai fait fumer l'imprimante. La solution. Alex a anticipé pour éviter de dire adieu au concours d'élégance de Chantilly, qui représente pour eux aussi un challenge énorme. Il est calmé. Ouais. Il est calmé parce que regarde, C'est quoi? j'ai trouvé le manuel technique de la boîte Ouais. sur des forums spécialisés. Ah. Et tu crois que ton manuel technique qui fait 20-30 pages, Bah. ça va nous expliquer comment la démonter? Bah, J'y bien. crois. On prend quand même un gros risque. Hein. On va y aller step by step. Ok? Ça me fout la trouille. Pour moi, c'est un cauchemar. T'inquiète pas. Mais Zen. je m'inquiète. On commence par quoi? Bah, on va potasser. On va commencer On par va le lire. réfléchir. Retour sur les bancs de l'école. 1 heure d'étude de texte pour comprendre le démontage et le fonctionnement de la boîte Cotal. Mais c'est bon, nos élèves ont normalement tout compris. Yes. Enfin, espérons. Ça commence par l'ouverture de la boîte Cotal. On n'arrive pas à enlever le gros axe. Ah, c'est peut-être pas prévu pour être démonté. Alors on peut peut-être tenter par l'autre côté. Je démonte ce que je peux démonter et je vois si ça vient. Mais dès que je vais forcer ou je le sens pas, je m'arrête. Si Nico se montre si frileux, c'est que c'est une première pour lui. Mais pas seulement. Le mécanisme avant-gardiste pour l'époque est fragile. C'est donc avec tact et prudence qu'il tente de démonter l'autre partie de la boîte, avec la dépose du carter Coup de cesse des vis. et de l'arbre moteur. Voilà. Le carter bouge, mais l'arbre bloque toujours le démontage. La plaque bouge, mais on appuie sur cette rondelle-là. Bien sûr. Cette rondelle-là qui est tenue par ce boulon-là. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc il y a effectivement besoin d'outils spécifiques. Et ces outils spécifiques, je les ai pas. Des outils qui n'existent peut-être même plus. Donc boîte Cotal probablement irréparable. Si c'est impossible de la réparer, François va devoir trouver une boîte Cotal d'occasion. Mais ça aussi, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Alors écoute, moi je vais essayer de trouver les bonnes solutions pendant que toi tu continues à bosser sur la voiture. Là, j'ai vraiment les boules. J'en ai fait des restos avec François. Mais là, franchement, je bloque complètement sur cette boîte de vitesse. Tout le monde sait que c'est très compliqué à faire. Je suis content que François reprenne la main là-dessus. Allez Nico, faut pas baisser les bras mais relever la tête pour enchaîner avec la suite des opérations, le système de freinage. Notre expert dépose un étrier pour partager son diag avec François. La plupart des plaquettes de frein, c'est de l'acier et c'est soudé avec des pattes. Alors que là, c'est riveté. Et le problème, c'est que tu commences à freiner sur les rivets. Donc les rivets sur de l'acier, bah, tu bousilles tes tambours. Donc là, dans la situation où on est, il n'y a pas 50 solutions.
crois que le plus efficace, ce sera d'aller voir un spécialiste du frein, que tu connais toi aussi, qui lui, à première vue de nez, est même capable peut-être de me dire c'est tel modèle, telle marque. Et là, il y a 2 hypothèses. Soit c'est quelque chose de relativement standard qu'il a en stock, soit c'est quelque chose de pas standard du tout qu'il n'a pas en stock. Et dans ce cas-là, ce sera du sur-mesure avec un regarnissage maison. Ouais. Dans les 2 cas, c'est jouable, mais dans les 2 cas, c'est pas du tout le même tarif. Plus on avance dans la restauration, plus la barquette réserve son lot de mauvaises surprises. Et ça provoque des hauts le cœur au portefeuille de notre expert qui ne dispose que de 20 000 €. Commence à démonter celle de derrière. Ouais, ok. Moi, je vais démonter les autres à l'avant. Ça marche. Ok. Comme ça, au moins, tu partiras pas trop tard avec toutes les pièces. Pour gagner du temps et donc de l'argent, François met la main à la pâte avec la dépose des autres roues et des tambours de frein. Bon, maintenant, les sièges. Ouais. T'as regardé comment c'était foutu? Ouais, je sais. L'assise est posée et les dossiers sont boulonnés sur le côté. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Ok. Nos experts accélèrent le pas avec la dépose de toute la sellerie qui va être totalement restaurée. Voilà, les assises, c'est pas très compliqué. Ça, c'est fait. Ça tient de façon assez simple. Vient ensuite le démontage du siège conducteur. Tiens, tu veux pas récupérer ça? Ah si tu veux. Et pour finir, le siège passager. Effectivement, je pense que ça méritait d'être restauré. Ça y est, la dépose de la sellerie est terminée. Les experts vont pouvoir la charger dans le taxi anglais, ainsi que les étriers de frein et la boîte totale. C'est bon? Nickel. François est fin prêt pour tirer sa révérence. Mais avant de partir, Nico tient à faire un récap complet. Donc toi, tes missions là, c'est t'as récupéré la boîte. Les freins. Et la sellerie. Donc c'est 3 missions que je vais essayer de mener vite et bien. De toute manière, quoi qu'il arrive, la voiture sera à chantier. On perd pas de temps. Salut mon Nicolas. Ça fait plaisir de voir un François aussi déterminé. Espérons juste une chose. Ciao. Qu'il ne rencontre pas plus de tuiles durant toutes ses missions. Le lendemain matin, c'est à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, que nous retrouvons un François au pas de course avec sous les bras un carton contenant les freins de sa Bouveau. Espérons pour lui qu'il sonne à la bonne adresse. Bergis, y a quelqu'un? Ah, François. Ah, Jean-Luc. Lui, c'est Jean-Luc, l'un des rares maîtres de la restauration de freins en France. Rien ne lui fait peur. Il est capable de réparer autant les freins d'une Ferrari moderne que d'une voiture à vapeur. Dans son atelier, c'est la caverne d'Alibaba du freinage. Des milliers de références. Et quand il ne trouve pas la pièce adéquate, il la fabrique. Alors, je t'amène un truc. Je t'avoue que je suis un peu perplexe. Je suis en train de restaurer une voiture assez particulière. Une petite barquette, tu vois, qui a été faite à un seul exemplaire. Et cette voiture-là, il l'a faite sur une base de Simca 8. Or, ce qui m'étonne, c'est que les tambours, moi j'ai déjà vu des tambours de Simca 8. C'est bizarre, je suis un petit peu sceptique. Et même, tu vois, les mâchoires sont en alu, elles sont grosses. Sur une Simca 8, moi j'en ai vu, c'était de la tôle et c'était plus modeste. Je sais pas trop d'où ça vient. Les freins de la Bouveau sont une véritable énigme pour François. Seul un expert comme Jean-Luc peut éclairer sa lanterne en un coup d'œil. C'est dans le même esprit que la Simca 8, Simca 9, mais uniquement pour les versions coupé sport. D'accord. Et les Formule 1 de l'époque, Gordini entre autres. Donc tu es en train de me dire en clair que ma voiture est équipée de freins de compétition à la Gordini. Absolument. C'est chouette. C'est chouette. Par contre, le revers de la médaille, c'est que je suppose qu'évidemment ça existe plus en neuf. Alors en neuf, c'est évident que ça n'existe plus. C'est clair que trouver des freins neufs de compétition d'origine, c'est mission impossible. Mais il en faut plus pour stopper net François. Toi, tu refais du sur-mesure dans des voitures comme ça, il n'y a pas le choix. Oui, mais c'est simple. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même que j'ai une notion de budget, je te cache pas. Parce que donc il y a les 8 mâchoires, 4 cylindres de roue, le mètre cylindre. Et les tambours. Et les tambours, alors, je sais pas si les tambours ont besoin d'être rectifiés ou pas, je pense pas, mais bon, ça ferait un budget de combien à peu près à la louche? Restaurer les freins, c'est easy pour Jean-Luc. Espérons maintenant que le prix ne mette pas en palpite le portefeuille de François. Allez, on a à peu près aux alentours de 800 € TTC pour l'ensemble. Si on doit rectifier les tambours, c'est un peu plus, oui. Ça fera un peu plus. C'est quoi, on est à 1000 €? Oh, ça, on dépassera pas les 1000 €, oui. Bon, écoute bien, il faut ce qu'il faut. C'est une voiture historique, il faut le faire. C'est donc le choix de la raison qui l'emporte. Et c'est dans l'atelier de ce Géo Trouve-Tout
que les freins vont être restaurés. Avec la première étape, mesurer des tambours avec un pied à coulisse. Deux tambours où on est à 251 et deux tambours, on est à 252. Donc il y a une paire de tambours qui est un poil plus grand que les autres. À savoir que l'origine, le tambour, c'est 250 mm. D'accord, donc ils se sont agrandis un peu avec le temps. Si notre expert en restauration de freins vient en 2-2 de poser un diag net et précis, c'est qu'il a l'œil aiguisé. Rien ne lui échappe. Ici, regarde. Cette marque que tu as là, c'est qu'il a déjà été touché. D'accord. Donc ceux qui sont plus grands, ils ont été touchés un peu plus. Voilà pourquoi je voulais prendre le diamètre. C'est que les mâchoires sont en proportion à chaque fois des diamètres. D'accord. Le rayon de la mâchoire doit correspondre au rayon du tambour. D'accord. L'épaisseur des garnitures d'origine, c'était du 5 mm. D'accord. Pour un tambour de 250 mm. D'accord. Si le tambour il est plus grand, mais tu mets toujours du 5 mm, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. La mâchoire, elle touchera jamais d'un bout à l'autre. C'est où tu vas toucher en bas, ou tu vas toucher en haut. Regarde le jour qu'il y a là. Ah, il y a un petit jeu, Avec un tel écart, on comprend mieux pourquoi les mâchoires de frein n'étaient plus opérationnelles. Regarde. La mâchoire, elle est marquée. Elle a touché de là à là. D'accord. Donc, l'épaisseur de garniture qui a été mise ne correspond pas au diamètre du tambour. Là, on va estimer que tu as perdu un tiers du freinage. Il est quand même préférable d'essayer de toucher au maximum la totalité de la surface pour avoir un freinage qui soit efficace. Ouais, absolument. Donc dans ce cas-là, on fait comment pour compenser? On va mettre la garniture un petit peu plus épaisse. Donc là, malheureusement, on peut pas faire les 4 pareils parce que je vais pas abîmer les autres tambours pour faire pareil. C'est un peu bête, oui. Donc il y aura un jeu pour l'avant et un jeu pour l'arrière. On va démonter au moins une mâchoire. Pour cette opération, notre expert doit enlever les garnitures des mâchoires qui sont fixées par des rivets. Pour ça, il perce les rivets avec une perceuse à colonne et les fait sauter avec une dériveteuse. À voter. Voilà la mâchoire. Ah, tu vois. Donc ça, c'était les garnitures de l'époque qui sont préformées et qui sont dures. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour cette raison-là, regarde. Ah ouais. Et le pire, c'est ça. Tu vois, ça, c'est monté sur la mâchoire. Donc, elle casse. Ta voiture, elle roule, tu freines. Cette partie-là, elle va partir avec le tambour. Elle va rentrer ici. Ta roue va rester bloquée complètement. Donc là, tu es en train de me dire en clair, on aurait très bien pu se retrouver avec, en roulant avec la voiture, avec une catastrophe absolue. C'est-à-dire que roue qui se bloque, on part en tête à queue. En effet, on a évité une catastrophe. D'où l'importance de rendre bien sécure ce vieux système de freinage. Maintenant qu'on a tout dégarni, écoute, faut les laver parce que c'est très gras. C'est parti pour la suite de la restauration avec un bon coup de décrassage sur l'ensemble des pièces avec une machine à haute température. Ouais, extra. Moi, j'aime bien ta machine à laver. C'est propre. C'est efficace. Vient ensuite le sablage qui, à l'aide d'une projection de microbilles, va décaper les mâchoires. C'est génial. On croirait que c'est des pièces neuves. C'est des pièces d'il y a 70 ans, on croirait qu'elles sont neuves. Bon, on les garnit, on y va. Notre duo de choc Anquille illico avec la découpe de la nouvelle garniture aux dimensions des mâchoires. Et là, c'est plus large. Comment ça se fait que voilà, c'est plus large avec la chaleur, ça a toujours tendance à bouger un peu comme ça. D'accord. Alors que si tu les mets bord à bord pile poil, si ça bouge, la mâchoire va être décalée d'un côté, tu vas avoir le bout d'aluminium, ça fait pas beau. Puis de l'autre côté, t'en as trop à couper, c'est pas fini. Là, après, je recoupe si en trop pour être sûr certain qu'une fois fini, on a la garniture qui pose partout sur toute la mâchoire. D'accord. La technique de Jean-Luc rassure notre expert, reste à fixer ces nouvelles garnitures. Et donc maintenant la phase collage. Alors, il faut encoller la garniture, il faut encoller la mâchoire. Même principe que de la colle néoprène en fait. C'est un peu le même principe. Et une fois que les deux parties sont sèches, on reprend la garniture avec la colle, la mâchoire avec la colle, on les plaque ensemble. D'accord. Elles sont sanglées et on les met au four à 180 degrés pendant 30 minutes. La recette de fabrication paraît simple. Et pour que François ait une idée du résultat final, notre expert a déjà prévu son coup. Regarde, j'ai préparé des mâchoires pour un client. Ouais. Ah oui, voilà le produit fini. Tu vois ? D'accord. Donc tu vois, regarde, on a mis un peu plus large, la garniture à la ras. Ok, c'est super. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire toutes les autres. Tu vois, ça donne un petit peu de travail. Ouais, dans combien de temps tu veux que je repasse chercher tout ça ? À la fin de la semaine. Ah, t'es un champion. François est soulagé, les freins sont sous contrôle. Mais il lui reste encore pas mal d'étapes à franchir avant de retourner auprès de sa barquette. François. Salut mon Jean-Luc, merci beaucoup. À bientôt.
Allez, courage François. Quatrième jour de restauration. Objectif pour François, mettre un coup de boost sur la restauration de sa Bouveau pour qu'elle puisse participer au concours d'élégance de Chantilly. Pour ça, il a décidé d'envoyer directement ses sièges chez un autre garage pour faire la restauration totale de sa sellerie. Lady Art Car. Pour mener à bien le projet, la reine du prêt-à-porter pour véhicules de collection, Céline. La barquette Bouveau ne pouvait pas rêver mieux, car son intérieur a quand même bien morflé avec le temps. Ce que je te propose, c'est d'aider Pauline. Ouais, ah bah ça je suis d'accord. Du coup, je lui avais promis que je lui donnerais un coup de main, mais là, je suis obligée de m'absenter. 1h30. Du coup, vous allez faire du débit, de l'assemblage, des garnissages. Et quand je reviens, eh ben, on garnit. Ça roule. Tu prends tes morceaux et tu te casses. Le programme prévu par Céline est un peu rude sur la forme, mais efficace sur le fond. C'est la technique idéale pour que notre expert rentre dans ses délais. Tu me le sers un peu, hein? C'est ce soir fini, hein? Pas 50 pauses café, pas du blabla. On va faire la première tout de suite. Hein? Ok. François, c'est infernal, en fait, il est jamais concentré. Donc je suis obligée de prévenir Pauline, parce que sinon elle va se laisser divertir, on va pas avancer. Et si je me trompe pas, il a un délai extrêmement serré pour le concours d'élégance, donc faut pas papillonner. Pauline, qu'est-ce que je peux faire pour aider alors? Dis-moi. Tu vas me dégarnir ça Ok, ça marche? avec ça. Ah, c'est rigolo ce truc-là. Ça marche comment? Ouais, voilà. D'accord. T'insères, tu soulèves. C'est parti pour un dégarnissage en bonne et due forme. Notre expert est appliqué et prend même plaisir dans cet exercice. C'est pas mal, hein, ce petit outil-là. Bon, c'est un peu long, évidemment, mais c'est pas mal. Ici, nous, on a un truc beaucoup plus radical. Ah bah ouais, évidemment, c'est carrément beaucoup plus rapide, ouais. Bah ouais, comme on a déjà refait les isorels. D'accord. Oui, donc en fait, je bosse pour rien, quoi. Ouais. D'accord. Bah, si tu veux finir. Par contre, t'abîmes pas la mousse, hein. Parce Ah que oui, parce comme que t'es la un mousse, peu on va- radin, on la garde. Maline la Pauline. En recyclant la mousse, notre expert n'aura pas à taper dans son budget et ça, c'est une bonne nouvelle. Une fois la mousse déposée, voyons la suite des opérations. On va mettre une mousse résille tout le tour pour combler le vide qu'il y a dans le bac. Après, on collera tout ça dans le fond. Direction la zone d'encollage de l'atelier. Mais avant de passer à l'action, Pauline donne les instructions à son apprenti sellier du jour. C'est de la colle contact. Ouais. On va utiliser celle-là pour faire le tour du siège parce que celle-ci, elle est plus précise et on ne veut pas mettre de la colle partout. Ouais. Et sur la bande de mousse, on va utiliser la colle en pistolet parce qu'elle donne quand même un peu plus de colle. Tu sais le faire? Bah moi je veux bien essayer, hein. François s'exécute et diffuse la colle en bombe tout autour de l'assise en mousse. Puis, à l'aide d'un pistolet, il badigeonne l'ensemble de la bande. Et pour finir, place à l'assemblage. Donc je commence à peu près par le milieu. D'accord. Et là, je viens appliquer ma mousse. D'accord. Et donc là, c'est le principe de la colle contact comme du néoprène, quoi. Et là, du coup, je viens faire mon bord à bord. Ok. Et on est bon. Et ensuite, tu rabats ou tu Non, coupes, ensuite tu fais je quoi? coupe. Pour la coupe, Pauline utilise à chaque fois une lame neuve de cutter pour faire une découpe précise et sans aspérité. Parfait. Vient ensuite la pose d'un isorel neuf. Donc on vérifie si ça rentre pile poil. Bon, ça, bravo, c'était pile poil fait. Notre apprenti sellier applique la colle sur toute la surface, puis sur l'assise en mousse. Faut que ta mousse, elle vienne épouser la forme. D'accord. Pas que je me trompe. Parfait. Tu peux mettre tout ton poids dessus. Comme ça, c'est bon? Je peux apprendre à nager en même temps. Non, là, ça se décollera pas. Cette belle démonstration aquatique aura permis de bien finaliser l'assemblage et de faire rire Pauline. Mais attention, il reste encore beaucoup de boulot. Étape suivante. On débarrasse tout. Ouais. Et puis, on va étaler notre peau pour faire notre débit. Très bien. Notre duo commence à trouver son rythme de croisière et c'est sans plus tarder que Pauline, la fée de la sellerie, déroule le beau cuir pour recouvrir les sièges de la Bouveau. Donc du coup là, la première chose quand on étale sa peau, c'est d'inspecter la peau et de marquer tous les problèmes. Tu vois, par exemple, ici on a
C'est abîmé, c'est un défaut. Donc on va l'entourer. Comme ça, on sait que ces endroits-là, il ne faut pas que ça soit sur des endroits qu'on va voir. Important. En gros, tu vas me faire un premier siège avec cette partie gauche et un deuxième siège avec cette partie droite. En fait, en gros, c'est ça à peu près. Plus ou moins, ouais. D'accord. Sauf que moi, je t'ai pas attendu. J'ai déjà commencé à débiter certains morceaux, donc j'ai déjà attaqué une peau. D'accord. Donc on va finir notre peau. Ok. Et ensuite, on tapera dans celle-là. Avec Pauline, pas de gâchis. Elle va récupérer les chutes du cuir qu'elle a déjà entamées, déposer les gabarits préalablement réalisés, tracer les contours et découper le cuir. Vient ensuite le traçage des cotes sur le cuir. Là, j'ai pris du foam, pareil, ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour mettre autour de la mousse. Donc là, c'est un peu plus épais, c'est du 15 mm pour avoir des belles côtes. J'ai tracé mon axe et je l'ai collé sur du tissu. Le tissu va permettre de retenir mon fil pour bien marquer les côtes. Donc j'ai tracé mes côtes sur mon cuir. Tu te mets au centre. Je me mets à l'axe. Ensuite, donc, tu fais une première couture par le milieu. C'est ça. Et ensuite, ça va te permettre de faire les coutures petit à petit, à chaque fois, en ayant le relief entre chaque couture. T'as fait ça toute ta vie? François brille par ses fulgurances. Faut dire qu'il en a vu passer des restaurations de céleri. Mais de là à tout retenir, chapeau l'artiste. Allez, faut accélérer le pas et filer en salle des machines pour la deuxième phase, la couture. Tu mets endroit contre endroit. Donc tu mets face à face. Ok. Et maintenant tu suis. Oh là là. Non, c'est pas ça. Au moins, je te fais marrer, c'est déjà ça. Tu crois que tu peux rattraper Non, je t'avais donné des morceaux pas terribles exprès. Ah ouais, anticipé. Bon là, très clairement, Pauline a pris la pleine mesure du côté un peu gauche de notre expert. Ouais, on va arrêter là. Je vais prendre la relève. Notre sellière en chef enchaîne avec la confection du dossier, puis réalise les cotes avec tact et minutie. Et voilà. Bah maintenant, on va aller garnir notre dossier. Dernière ligne droite pour nos deux experts avec le garnissage. Mais pour ce process, il manque un élément important. Oui, vous avez bien bossé, classe. Ouais, carrément. Donc là, on chausse la coiffe et on te présente à peu près ce que ça va donner un sèche fini. Donc le plastique, c'est juste pour se mettre en place un peu plus facilement. On met la chaussette. D'accord. Et donc là, tu vois, naturellement, il descend jusque là. Ouais. Sauf que tu vois Il manque là, un petit bout en haut. voilà. C'est pour ça qu'on a mis le plastique parce qu'il va falloir qu'on le mette en place en massant comme ça vers le bas pour que ici on n'ait pas le vide et qu'en fait notre passepoil qui est ici soit sur le bord tôlé de ton siège. Donc c'est là que bourrin rentre en jeu. Ah ouais. Ah ouais, tu y vas carrément quoi. Donc on surveille où est notre talon. Il faut que le talon soit partout du même côté. Je vais retirer ça et on va se coller ici. Céline applique abondamment la colle sur la bordure, sur le cuir, assemble le tout et pose des pinces pour bien fixer l'ensemble. Donc là, pour bien placer ce que j'ai à placer, je regarde la ligne de lumière. Et on voit que là, il y a à peu près partout pareil comme ici. Et là, je le colle. Comme je sens que tu es impatient, je te montre ce que ça va donner quand même. Donc ça te plaît ? C'est carrément hyper chouette quoi. Puis là, on est sur une matière noble, on est un beau cuir. Demain soir, ce sera fini ? Oui. Je fais le chèque tout de suite. Oh. Royal au bar. Oh merde. François vient de scotcher Céline sur place. Notre expert n'a pas pour habitude de sortir le chéquier, mais devant ce travail d'orfèvre, il casse ses habitudes. Il va devoir débourser 3 000 €. L'excellence, ça a un prix. « 15e jour de restauration. Le taxi anglais arrive dans la cour royale de Nico avec à son bord Sa Majesté François. Salut petit gars. Monsieur François. Monsieur François. Presque que des bonnes nouvelles. Les freins. Ah, génial. Les pneus. Ouais. Et les sièges. Génial. Qui sortent de chez Lady Art Car. Ok. Céline m'a fait ça avec Pauline. D'accord. Voilà. Donc la mauvaise nouvelle, c'est la boîte. Souvenez-vous, la boîte Cotal est en vrac. Impossible de l'ouvrir pour la réparer, car les outils spécifiques sont introuvables. Bon bah fin de chantier. Mais non les gars, c'est clair que c'est chaud. C'est très chaud. Très chaud. J'ai une piste parce que j'ai carrément une enchère sur internet que je vais peut-être remporter. Ça va se jouer sans doute même peut-être en fin de journée. Ok. François a donc opté pour l'achat d'une boîte Cotal d'occasion pour l'installer directement sur son véhicule.
Comme ça, pas besoin de réparer la sienne complètement en vrac. Je vais tout faire pour que cette voiture soit prête pour le concours d'élégance de Chantilly. Avec un peu de chance, la petite fille de Paul Bouveau sera là. Oui. Ce qui serait cool, c'est qu'on finisse tout le reste aujourd'hui. Oui. Pour qu'il n'y ait plus que la boîte. Moi, ça me stresse quand même beaucoup. François, il a assuré pour les freins, il a assuré pour la sellerie. Mais là, franchement, le dossier Cottal m'inquiète énormément. Si on n'a pas de boîte, le concours de Chantilly, c'est mort. Même si cette boîte Cottal est dans la tête de tous nos experts, ils n'ont qu'une envie, avancer quand même à grands pas. Pour ça, ils vont soulager le taxi avec les freins, la sellerie et les pneus. Voilà, ça vient de chez Radenstein. Ils sont beaux. J'ai pris des classiques. Ah, mais au niveau look, ça va être parfait. Les classiques de chez Radenstein, en plus, je les ai pris en 155. Ah, un peu plus étroit. Qui respectera plus l'esprit d'époque. Là, on avait du 165, c'est un poil gros. Là, on est un tout petit poil plus fin. Et ce sera plus élégant, je trouve, avec du 155. Ça va bien lui aller. Ouais, allez, au boulot. On peut y aller tout de suite. Les sièges sont magnifiques. Magnifiques. Place à l'action. Nos experts montent la barquette sur le pont, déposent les roues. Ok, top. En voilà une. Hop, en voilà deux. Et attaquent sans plus tarder la pose des freins qui leur avait tant posé problème. Alors, c'est quoi? En fait, on avait à la fois tort et raison. Ok. C'est-à-dire que c'est bien du Simca. D'accord. Mais en fait, c'est du Simca 8 Sport. D'accord. La Simca 8 Sport étant vraiment le haut de gamme de la série. Ok. Ceci explique cela. C'est top. Bah écoute, il n'y a plus qu'à. Hein. Pour les freins, nos experts commencent par le montage des cylindres de roue. Les mâchoires. Celui-là va de l'autre côté. Les tambours. Et la pose des vis pour fixer l'ensemble. Bah, vu le nombre de boulons, à mon avis, ça risque pas de se décrocher. Hein. Ah non, là, tu risques pas de perdre. Voilà, c'est en place, ça tourne. On va changer les flexibles de frein. Ok. Parce que les flexibles de frein ont, je pense, l'âge de la voiture. T'as vu, regarde, bien rouillé. Hein, bah oui, c'est pas très surprenant. Hein. T'as vu, il y a un petit joint cuivre aussi sur celle-là. En fin de compte, c'est ça qui fait l'étanchéité. Parce que le cuivre étant un peu mou, dès que tu serres, il vient prendre l'empreinte de la pièce et ça bloque, quoi. Écoute, on va le mettre en place. Vient ensuite le raccordement des durites avant et arrière. Gilles débarque avec les roues munies de nouveaux pneus pour clôturer l'opération. C'est aussi ça, un travail d'équipe. Ah, ça a de la gueule, hein. Venez voir. Ouais, ces pneus-là ont une bonne tête. Alors, ceux d'avant étaient sympas, mais ceux-là sont encore mieux. Et franchement, le design de la bande de roulement, elle est... Bah ouais, non, on est franchement bien. Ah, tiens, regardez qu'est-ce qui arrive. Salut Arnaud. Salut les gars. Vous savez pourquoi j'ai fait venir? Comment vas-tu? J'ai une petite idée. Une petite idée. C'est que Arnaud sait faire beaucoup de choses. Et notamment, il sait faire des calandres sur mesure. Si François fait appel à Arnaud, c'est que c'est la crème de la crème des métalliers. Bref, le profil idéal pour sublimer la face avant de la barquette. Je lui ai envoyé la photo du dessin qu'avait fait Paul Bouveau d'une calandre qu'il n'a jamais eu le temps de réaliser. Okay. Si on fait une calandre qui respecte exactement ce que le créateur de la voiture voulait faire à l'époque, et je pense que ça, ce serait le plus bel hommage qu'on pourrait faire, et on va finir, entre guillemets, par ce détail, mais qui n'en est pas un, ce qu'il avait commencé. François a le sens du détail, surtout quand il s'agit de rendre hommage à l'une des figures importantes du paysage automobile. Allez, maintenant laissons parler l'artiste pour la réalisation de la calandre. Faut que je fasse des gabarits, tu vois. Ouais. Après, je vais te faire une calandre en carton. Génial. On va l'enquiller dessus. Ouais. Et tu regardes, une fois que c'est bon, si ça te plaît, on part sur l'aluminium définitif. Génial. Nos deux experts passent à l'action pour la réalisation de la calandre imaginée par le grand Bouveau. Voilà, t'appuies bien. Première étape, prise des cotes à l'aide d'un carton et d'un stylo. Voilà. Vient ensuite le découpage du carton. Une fois que c'est coupé, on l'enquille dedans. D'accord. Hein, comme ça. Et ensuite, une fois que c'est comme ça, on va tracer l'axe d'horizontalité. On va être là. Ok. Après, je refais pareil là, à peu près. Après, je vais mettre un tiro. Ok. Et on regarde si ça va avec le nez. D'accord. Donc là, je me suis aperçu que ton nez, il est légèrement comme ça. Ouais, ou le contraire, c'est possible. Parce qu'effectivement, elle n'est pas totalement symétrique. C'est du fait main. Il faut qu'on fasse que ça soit en adéquation à peu près. Absolument. Pour que la calandre ne soit pas non plus comme ça. On n'ait pas l'impression qu'elle soit de traviole. Voilà. Notre métallier en chef enquille donc avec le traçage d'horizontalité. Recouvre le tout soigneusement avec un ruban adhésif
et pose du gabarit. Voilà. Alors, ça donne quoi les gars? Donc là, tu vois, l'avant, là, ça tourne un peu. Ouais. Et là, la ligne, c'est pas trop mal. Bon, Voilà. bah écoute, ça me paraît pas mal du tout, ouais. Bon, alors la suite des opérations, c'est quoi? Je vais faire mes traçages. Ok. Je te fais la calandre. Génial. On la met, on se ziote, et puis voilà. Ok. Tout début de semaine prochaine? Pas de souci. Top, t'es un chef. S'il y a bien une qualité qu'on doit reconnaître à François, c'est qu'il fédère comme jamais. Bon, moi ce soir, les gars, c'est le grand soir. Oui, Hein? la boîte. Rappelez-vous, François doit essayer d'obtenir aux enchères une boîte Cotal d'occasion. Espérons qu'il récupère cette fameuse boîte, sinon c'est rideau et bye bye le concours d'élégance. J'espère que ça va être pour moi, les gars. Et si elle est pour moi? Bah appelle-moi, ça va me rassurer. Bon, les gars, je vous appelle tout à l'heure pour vous dire si c'est nous ça les marche. heureux élus pour cette belle boîte Cotal. Croise les doigts. Bonne chance. Les deux doigts. « 16e jour de travaux. La nuit fut courte pour Nico. Cette boîte Cotal l'a empêché de fermer ses mirettes. Et il n'a qu'une hâte que François le rejoigne pour connaître la sentence. Ça va, mon petit Nico? J'ai une très, très bonne nouvelle. Nous sommes sélectionnés pour présenter la barquette au concours d'élégance dans la catégorie Barquette Le Mans. C'est juste extraordinaire que cette voiture va pouvoir participer dans la catégorie dans laquelle Paul Bouveau a pensé cette voiture quand il l'a dessinée en 1949. Alors, on n'a pas les mêmes priorités. Ah bon? Ouais, parce que concours d'élégance, c'est super. Mais pour l'instant, la voiture ne roule pas. Tu devais m'appeler hier soir pour me dire si tu avais eu l'enchère et si tu pouvais récupérer la boîte de vitesse. Tu m'as pas appelé. Parce que pour l'instant, elle ne roule pas, la voiture. Ben oui, forcément que je l'ai eu l'enchère. Nico pousse un énorme ouf de soulagement à la vue de ce Graal mécanique. C'est donc sans plus attendre que nos deux experts sortent la boîte du taxi pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Ouais, posez-la. Hop. Bon, François, elle est plus propre que l'autre, mais elle est pas très fraîche quand même, ta boîte. Hein. Écoute, elle est quand même de la fin des années 30, si tu veux, elle date pas de la semaine dernière. Mais le gros avantage de celle-ci, c'est que la personne qui me l'a vendue m'a dit qu'elle venait d'une Simca 8 Sport. Tu sais que la boîte Cotal a été vendue par Cotal à différents constructeurs. Mais évidemment, ils adaptaient les sorties de boîte. Bah, le nez de boîte, ils adaptaient les axes. En fonction du moteur sur lequel tu le montais. Comme celui-là vient d'une Simca 8 Sport et que justement, la barquette, elle est équipée d'une mécanique de Simca 8 Sport. Théoriquement, il n'y a aucune modif à faire. Elle Théoriquement. Direct. Faut croiser les doigts que celle-là fonctionne bien. Si celle-là ne fonctionne pas, on n'a pas de backup. À part être en statique, elle ne bougera pas au concours d'élégance. Si Nico est en flip total devant les certitudes de François, c'est que si cette greffe mécanique ne prend pas, la barquette se contentera de faire juste une pâle figuration au concours. Pour éviter de passer pour des pimpins à bulles, nos experts passent à l'action avec le montage de la boîte. Philou, viens, on va monter la boîte Cotal. Pour cela, ils montent la barquette via le pont. Hop, c'est parfait. En utilisant un vérin de fosse pour la transporter et la soulever. Nickel. Et ben voilà, on est parfait là. Afin de la fixer au véhicule. Ça y est, c'est en place. Je dirais qu'on est un peu le moment de vérité là. Tu vas la démarrer et tu vas passer tous les rapports. Mais avant que François ne teste la boîte, il faut impérativement poser les sièges. Ça y est, notre expert est fin prêt pour tourner la clé. Alors, cette boîte Cotal, ça donne quoi? Incroyable, la boîte Cotal répond parfaitement. C'est un sacré tour de force de la part de nos experts. François n'a qu'une hâte, partager cette victoire avec sa team. Je suis super soulagé parce que la voiture roule en avant et en arrière. Donc ça, c'est bien. T'as passé tous les rapports? Tout est OK. Je suis vraiment rassuré, les gars. Ouais. Et j'ai même un petit cadeau pour vous remercier. Ah, regardez,
Ouais, le Land Rover qui arrive là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez voir. Avec cet engin-là, les gars, vous n'allez pas être déçus. Oh la vache, très joli véhicule. La surprise de François, c'est Simon, spécialiste du detailing. Et oui, il est inenvisageable pour François de présenter sa voiture au concours de Chantilly sans faire un lifting total. Le detailing automobile est une technique visant à sublimer l'extérieur d'un véhicule par des solutions de nettoyage professionnelles gissant en profondeur sur la carrosserie. Et la valeur ajoutée de cet expert, c'est qu'il vient avec tout son matos à domicile. On va essayer de lui redonner justement un petit peu de sa jeunesse et beaucoup d'éclat. Donc là, le mieux, c'est de se mettre au travail tout de suite. Eh ben, on y va. Avec Simon, c'est action-réaction. Nos experts placent la barquette sur une bâche pour déballer ensuite l'artillerie lourde pour un bon detailing. Voilà, parfait. J'ai le Karcher, le groupe électrogène, une cuve de 500 litres d'eau. En fait, je peux arriver n'importe où, n'importe quand. J'arrive et tout est prêt. C'est parti pour la toute première étape. Simon déroule une bâche de protection pour bien protéger la sellerie flambant neuve. Et puis après, en fait, tu vois, t'as juste à tirer. Oh, magnifique. Là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'hyper important. C'est le pré-lavage et le lavage de la voiture. Je te donne le produit à jante. Très bien. Je te donne un pinceau. Tiens, je te donne la cale. Après avoir équipé ses apprentis du jour, Simon lance les hostilités. Placement des cales sous les roues. Projection du produit antioxydant pour les jantes. Bon les gars, continuez de frotter. Moi, j'attaque le pré-lavage. Notre druide sort toutes ses potions magiques et lance le groupe électrogène pour prélaver la barquette. Et c'est armé d'un pistolet qu'il badigeonne l'ensemble de la carrosserie. Donc là, je vais vous redonner un petit peu de travail. Ok. Hop. Là, ce qu'on va faire, c'est agiter la poussière autour des logos, des petites pièces comme ici. Dans des endroits comme ça, t'as toujours un petit peu de poussière qui se loge. De crasse qui vient de s'installer. Ok, d'accord. Du coup, de donner un tout petit coup de pinceau très léger, ça va permettre de déloger toute cette saleté. C'est dans un beau balai de pinceau que nos experts s'exécutent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils prennent plaisir, les gaillards. Vient ensuite l'étape du rinçage à l'eau. On va attaquer la décontamination. Tu vois, c'est une pâte d'argile. Ah ouais, classique. carrément. D'accord. Donc tu vois, qui est légèrement collante. Et là, c'est un lubrifiant. Ouais. Et donc avec ça, sur ma carrosserie, je vais venir retirer tous les contaminants. La robe de la barquette est chouchoutée par les doigts experts de Simon et son produit miracle. Donc là, vous voyez, ici, on voit bien les traces laissées par le goudron. Voilà. Ah, carrément. Donc en fait, la barre d'argile, elle vient tout capter. Et une fois qu'elle est trop sale, soit on la retourne ou sinon, on la remalaxe. Et après, on va venir retirer les fines particules avec le shampoing. Le produit que va utiliser notre expert contient un décontaminant ferreux. Et c'est à l'aide d'un gant que nos car washmen vont recouvrir et décontaminer toute la carrosserie de la barquette. Simon prend le relais pour le rinçage et le reste de la team gère le séchage de la carrosserie. Vous voyez, le nettoyage a été fait. Là maintenant, moi je vais travailler tout seul sur la voiture. Je vais attaquer le polissage. Vous n'allez pas pouvoir m'aider pour le moment. Je vais vous laisser prendre un petit café. Et ben on y va les garçons. C'est dans le plus grand secret que Simon termine ce detailing aux petits oignons avec un marquage pour repérer les imperfections révélées par la préparation. Vient ensuite le polissage avec l'utilisation de différents disques de densité différentes. Et pour finir, pose à la main d'une cire de protection qui va être étirée sur l'ensemble des surfaces avec différentes microfibres. Yes. Et B, c'est plus la même voiture. Les gars sont scotchés devant le résultat. Le detailing Made in Simon est tout simplement splendide. Nos experts posent les derniers éléments de carrosserie et rentrent la belle barquette, histoire de la contempler un peu plus. Et c'est vrai que le résultat est bluffant. T'as beau restaurer une voiture autant que tu veux, la touche finale d'un polissage complet et d'un nettoyage en profondeur, et le résultat final est... Et il est là, hein. Ah mais c'est bluffant. C'est sur ces belles paroles que le roi du detailing tire sa révérence. Et pour couronner cette fin de restauration, François n'a pas oublié un élément important. Hey,
savez qu'il y a l'ami Arnaud qui va pas tarder à débouler. On finit la cerise sur le gâteau, les gars. Faire venir Arnaud le métallier pour la pose de la nouvelle calandre. Salut les gars. Oh, dis donc, ça brille. Ah, salut Arnaud. Ça va? Ça brille. T'as vu, hein, c'est beau, hein? Ça biche. Hein. On va la regarder de loin, voir ce que ça donne. Ok, Hein? génial. Génial. Magnifique. Voilà, nid d'abeille. Impeccable. C'est pas ce que tu voulais? Ben non, mais j'ai peut-être pas précisé, mais moi je la voulais en alu. Bah, pas en carton. Mais dis-le franchement, c'est une grosse merde. Non, vous êtes foutu de ma gueule, en fait. Mais bien sûr qu'on se fout de ta gueule. Visiblement, François a encore beaucoup à apprendre sur ses potes. Cette petite farce lui aura provoqué un début d'arrêt cardiaque. Donc, arrêtez de jouer avec son petit cœur, relevez la barquette et placez la vraie calandre. Alors, Bouveau ou pas? Moi, j'ai eu la chance de connaître Paul il y a presque 30 ans, devenir copain aussi avec son fils. Et sans déconner, c'est la réplique absolument fidèle de ce que Paul avait dessiné au tout début des années 50. On aura rarement vu François aussi touché par le résultat d'une restauration. Faut dire que celle-là a ravivé de nombreux souvenirs. Ça y est, on y est. Domaine du prestigieux château de Chantilly, dans l'Oise. C'est dans ce haut lieu que François arrive en grande pompe à bord de sa barquette Bouveau pour participer au majestueux concours d'élégance. Plus de 20 000 spectateurs, 700 voitures exposées, 100 bolides venus du monde entier, tous prétendant à une victoire dans leurs classes respectives et à l'un des 2 titres suprêmes de Best of Show, attribués selon leur époque. Le stress commence à monter dans les allées et sur les pelouses du domaine. À quelques minutes du grand coup de feu du concours d'élégance, notre expert bichonne sa protégée avant l'arrivée de Catherine Bouveau, la petite fille du concepteur de la barquette. Salut François. Ça va Catherine? Oui, et toi? Ouais. Bonjour. Mais dis donc, je suis super émue. Elle est extraordinaire. Catherine est époustouflée par le résultat de la barquette. Effectivement, il y a pas mal d'heures de taf, notamment lustrage, révision moteur, réfection des freins et changement de boîte de vitesse. J'ai l'impression que tu as changé la sellerie, là. Alors, la sellerie est neuve, Ouais. entièrement refaite. Oui. On a fait les pneus, les freins, réglage moteur, changement de boîte. Ouais. Et il y a surtout un détail qui va te plaire, je pense. Ouais. C'est à l'avant de la voiture. À l'avant. À l'avant. Ouais. Ça, je pense que ça va te plaire. Ah oui. Cette voiture, Catherine la connaît sur le bout des ongles. Et en un coup d'œil, elle arrive à déceler tout ce qui a été accompli dessus. Cette calandre mise en avant, c'est le dessin de Paul. C'est la réplique exacte de ce que ton grand-père avait dessiné et qu'il n'avait jamais réalisé. Ça lui donne le sourire. En plus. Vraiment, En plus. ça me bouleverse. On peut lire toute l'émotion sur le visage de la petite fille Bouveau. Faut dire que François et sa team ont abattu un travail colossal. C'est formidable. J'ai envie de te demander quelque chose. Je crois que je sais. Oui, bah c'est oui. On y va? Bah évidemment. En revoyant la barquette restaurée de son grand-père, on comprend mieux pourquoi Catherine trépigne d'impatience. Allez, on y va. Ouais. C'est donc dans les belles allées du château que nous retrouvons ce magnifique carrosse pour un rouling entre amis. Cette voiture a fait la destinée de mon grand-père. Alors moi, je suis très émue, si tu veux, d'entendre ce moteur, de renifler cette voiture dans tous les sens du terme. Elle a un surnom depuis 2008. Elle s'appelle Choupinette. Donc ça veut dire qu'elle est toute petite, il faut en prendre soin. Elle a une grande histoire et c'est donc mon père qui l'a prénommée. Avec cette restauration sous la coupe de François, cette barquette si choupinette ravive la mémoire de la famille Bouveau et rappelle de bons souvenirs à Catherine. Mais l'heure du concours approche, il est temps de mettre un terme à ce beau cruising et de partager un dernier moment à deux. En tout cas, tu vois, Catherine, pour moi, être ici, aujourd'hui, avec toi, dans cette voiture, à cet endroit-là, l'année des 100 ans de ton grand-père, je peux te dire que c'est... voilà, quoi.
Je partage ces émotions. Ouais. J'en perds mes mots. C'est un moment... Ouais, c'est un moment très fort. Ouais. Le concours d'élégance, qu'on gagne ou pas, c'est même pas ça l'important. L'important, c'est qu'on y participe. C'est déjà extra. Et je pense que là-haut, ton père et ton grand-père, j'espère qu'ils sont pas un peu fiers. J'ai une grande pensée pour eux. Moi aussi. Vraiment. Moi aussi. Après ce beau moment chargé d'émotions, place au concours d'élégance qui pointe le bout de son nez avec ses membres du jury. Notre barquette a été sélectionnée dans une catégorie bien précise, les barquettes du passé, du présent et du futur. Et c'est François qui prend les choses en main pour la présentation de la voiture. La voiture qu'il a réalisée, c'est sa première barquette. Première barquette. Parce qu'il en a fait 3 au total. Donc c'est la toute première qu'il a faite. Ce qui est assez surprenant sur cette voiture, c'est que le dessin initial date de novembre 49. Donc on est quand même très très en avance. Et quand on regarde tout le style, notamment italien évidemment, parce que c'est clairement style italien, Paul Bouveau était quand même carrément pas en retard, quoi. Il était même un peu précurseur. Et ce qui est génial, c'est que cette voiture, elle est unique, faite entièrement à la main dans le Jura. Notre expert en histoire de l'automobile s'est conduit comme un digne représentant de Paul Bouveau. Reste à séduire les membres du jury qui décortiquent du regard cet exemplaire unique. Ça, vous l'avez mis après, hein Non, ça c'est des logos qu'il avait fait à l'époque. Il a signé... Il a signé sa voiture. Ça, c'est du Simca Monopole classique en 1300. On a refait beaucoup de choses sur la voiture, mais on a fait exprès de la laisser dans son jus au niveau carrosserie pour lui laisser sa patine. Les membres du jury ne laissent rien transparaître. Ils scrutent, décortiquent, s'arrêtent même sur les points de détail comme la calandre. Un des points forts de cette restauration. Mais ce qui intéresse le jury, c'est d'entendre le vrombissement du cœur mécanique de la barquette. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en crache des décibels. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est équipée d'une boîte totale. Donc elle n'est pas en boîte classique, elle est en boîte totale. Mais c'est une belle histoire surtout, c'est ça qui nous plaît. Et le fait que Catherine soit là, c'est juste génial parce que c'est son papa, son grand-père qui a dessiné la voiture et son père qui l'a restaurée et qui s'en est occupé. Notre expert vient de terminer son examen de passage. Le plus dur est derrière lui. L'essentiel étant que la barquette plaise à Catherine. Ça a été brillant. Oh, je ne sais pas, j'ai essayé de dire ce qu'il fallait dire. Regarde les confettis, ils arrivent. Avant de lancer la barquette pour le prestigieux défilé tant attendu devant plus de 20 000 personnes, Catherine et François vont revêtir leurs habits de lumière et prendre place dans l'habitacle. Allez, on y va. On y va. C'est donc la petite fille de Paul Bouveau qui lance la barquette dans les allées du prestigieux château de Chantilly, symbole du charme à la française. Après la barquette Bouveau, c'est tout un défilé de barquettes qui vont se succéder pour le plus grand plaisir de tous ces passionnés d'automobile. Alors, qui va remporter le prix de la barquette la plus élégante parmi toutes ces prétendantes? Le verdict vient de tomber. C'est la Talbot Lago T26 GS barquette à moto de 1950. Mais que François se rassure, la barquette Bouveau termine au pied du podium. Avant de quitter Catherine, notre expert a prévu une toute dernière attention dont il a le secret. Un vrai gentleman, ce François. Catherine, je te présente Anastasia, qui est une amie qui fait notamment de l'illustration. Bonjour Catherine, bonjour François. Alors je suis tombée sur cette petite barquette ce week-end. Il y avait François juste à côté de la voiture, il m'a raconté toute son histoire. J'en suis tombée amoureuse et j'ai pas pu m'empêcher de la dessiner. J'aimerais beaucoup vous l'offrir. En plus vous êtes la petite fille du créateur, donc c'est un grand plaisir pour le prix. C'est très beau. Très belle réalisation, ça me touche beaucoup. Merci Anastasia, merci. Merci Catherine, merci François. Voilà, tu repars en plus avec, tu vois, ça n'a pas de prix. Avec la restauration de la barquette Bouveau, François a réussi à préserver le patrimoine familial et automobile de ce véhicule d'exception. Et tout ça sans dépasser le budget qu'il s'était fixé. Quant à Nico et Alex, ils ont signé un magnifique tour de force en redonnant vie à ce joyau de l'automobile tricolore. Bravo à tous.